bienvenue sur ces plateaux des classes affaires. Ben, merci beaucoup. Voilà, avec vous, nous allons parler du problème spécifique en ressources humaines en République démocratique du Congo. Donc, quels sont les problèmes spécifiques en ressources humaines en République démocratique du Congo? Vous avez 30 ans d'expérience professionnelle en France dans les domaines des conseils et de la gestion des ressources humaines. Alors, comment qualifiez-vous la situation des ressources humaines en République démocratique du Congo? Alors, compte tenu de la situation actuelle, de la réalité en tout cas du pays d'une manière générale, et des enjeux qui se présentent à tout le monde, aussi bien en direction des entreprises privées que le gouvernement, dans la perspective du développement. La problématique des ressources humaines aujourd'hui en RDC est vraiment, à mon avis, une problématique portant sur la qualité de la main-d'œuvre ou des ressources humaines. Donc, la qualité, quand on parle de la qualité de la main-d'œuvre, on voit tout de suite la problématique des compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, les compétences qui est sur le marché correspondent à ce qui est attendu? Voilà toute la problématique aujourd'hui. Est-ce que, en l'état actuel de choses, l'on peut envisager le développement du pays avec cette qualité de la main-d'œuvre ou pas? Quel est aujourd'hui le niveau de la formation également, puisque les gens doivent être compétents et pour l'être, il faut avoir un cursus de formation qui permette de l'être. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu RH au niveau de notre pays, de la RDC, tourne autour de cette question, de cette notion de compétence, de cette notion de la qualité de la main-d'œuvre. Vous avez fait à peu près une année déjà au Congo. Donc, qu'est-ce qu'avez-vous constaté? Comment le bureau, les cabinets des consulting, des recrutements arrivent quand même à se débrouiller pour proposer aux clients des candidats qui correspondent au poste? Alors, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où plus de 85% des personnes actives en RDC sont au chômage. Sont au chômage avec, bien entendu, une inadéquation entre les qualifications que ces personnes-là qui sont au chômage proposent et le besoin des entreprises. Donc, il y a une inadéquation qui fait que les choses ne sont pas aussi simples que ça pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir des personnes ayant les compétences réelles attendues. Alors, par rapport aux cabinets, les cabinets parviennent tant bien que mal à détecter, à déceler ci et là certains profils qui semblent correspondre. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc certains cabinets vont voir à l'extérieur, au niveau de la diaspora, les profils qui semblent présenter aujourd'hui les caractéristiques recherchées pour pouvoir... Est-ce qu'au niveau des diasporas qui viennent, qui répondent à peu près au profil demandé, est-ce que la rémunération est aussi au rendez-vous? Pas toujours, et ça dépend de quelle structure, ça dépend de quelle entreprise, puisque toutes les entreprises ne sont pas aussi en capacité d'offrir le même niveau de salaire que l'on peut avoir ici mais ils dans la n'en ont diaspora. pas, mais par contre, ils ont besoin des gens qualifiés. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il faut se dire également que la cartographie des entreprises en RDC, pour la plupart, vous savez que 80%, voire 95% de notre économie est dans de l'informel. Donc, ces structures qui sont dans l'informel ne sont pas des structures qui sont en capacité de pouvoir recruter soit des compétences qui viennent de l'extérieur ou alors des gens hautement qualifiés. Voyez ? Alors, vous êtes président et CEO du cabinet C2M Consulting que vous avez créé. Alors, quel est votre parcours pour qu'aujourd'hui vous vous décidez, vous dites que voilà, j'ai beaucoup travaillé ici en Europe, maintenant je vais aller investir en République démocratique du Congo? Alors, au niveau de parcours, moi j'ai fait des études universitaires en gestion des ressources humaines, donc j'ai une expertise là-dessus, j'ai une qualification là-dessus, je suis psychologue du travail de formation initiale également, et j'ai fait
des études en ergonomie également. Voilà. Donc ces qualifications m'ont permis en tout cas d'avoir un parcours, une carrière assez intéressante, hein, puisque j'ai en tout cas été généraliste en ressources humaines, je me suis occupé de la formation professionnelle, j'ai été consultant en recrutement, j'ai été consultant RH, j'ai eu de postes de directeur RH, promotion de la diversité, et puis aux affaires territoriales, et le dernier poste que j'avais dans une grande entreprise ici en Occident était directeur de projet, campus sécurité intermétier. Voilà, donc j'ai, dans un parcours d'une trentaine d'années, comme vous l'avez dit, eu à porter un certain nombre de responsabilités qui me permettent aujourd'hui de pouvoir offrir tout ce que j'ai acquis, toute cette expertise-là, pour accompagner les entreprises en RDC, dans notre pays. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner tous ces postes-là? Parce que bon, c'est vous qui êtes parti de vous-même. Oui, mais qu'est-ce qui vous a motivé de quitter tout ça pour aller tenter cette nouvelle aventure en République démocratique du Congo? Alors, au fait, il y a deux choses. Il y a une réflexion personnelle. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas comme un certain nombre de personnes, d'avoir des parents qui étaient dans la diplomatie. Donc, ça m'a permis de faire des études que j'ai pu faire. J'ai dépensé toute mon énergie dans les entreprises à l'extérieur de notre pays. Donc j'avais comme ça une réflexion personnelle pour dire il était peut-être venu le temps pour moi de pouvoir rendre quelque chose au pays également. Ça c'est une réflexion personnelle, mais ce qui a vraiment motivé les choses, c'est l'appel du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui a demandé aux gens de la diaspora de pouvoir venir investir dans le pays et de pouvoir contribuer également au développement de notre pays. Voilà, ça c'est vraiment... Et ça vous a motivé de laisser votre poste où vous travaillez, vous dites, écoute, c'est fini, tous les salaires que je prends ici, c'est fini, allez, je vais aller au Congo, c'est ça? Oui. Oui. Donc j'ai voulu répondre à cet appel du président. C'est ce qui m'a emmené à aller en RDC, à monter ce projet, à la concrétiser. Et puis aujourd'hui, C2M Consulting existe. Mais alors, une fois que vous avez décidé d'aller en RDC, il y a beaucoup de secteurs, mais pourquoi avoir seulement choisi ces secteurs des ressources humaines, des consulting? Ben, simplement parce que je pense que avec tous mes acquis professionnels, c'est un domaine où je pense avoir une plus-value à apporter et je pense être utile dans ces domaines-là à l'immédiat, voilà, d'emblée. C'est pourquoi, et puis le domaine de prédilection, puisque j'ai fait des études là-dessus. Voilà, donc je ne me suis même pas posé 36 000 questions, c'était ces domaines, et je suis allé dans ce domaine. Alors, C2M Consulting est un cabinet des conseils et des managements en ressources humaines. Alors, quelle expertise avez-vous pour accompagner vos clients? Voilà. Alors, aujourd'hui, dans la structure C2M, c'est 2 associés, directeurs associés, qui avons tous les deux, une trentaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines. D'accord? En conseil, en accompagnement, comme en opérationnel, opérationnel des ressources humaines. D'accord? Bien. Ces décennies ou ces années d'expertise nous donnent une force, une finesse dans l'écoute et la compréhension des problématiques des entreprises afin de pouvoir les accompagner au travers des recommandations, des conseils et de cette recherche de solutions sur le problème qu'elles peuvent rencontrer généralement. Alors, en termes d'expertise que nous apportons, j'avais commencé à le dire, nous faisons donc du conseil en recrutement, nous faisons du conseil en organisation et en management, c'est-à-dire que nous accompagnons les évolutions d'organisation, des restructurations, des fusions par exemple,
Quand on parle de fusion d'entreprise, il y a un impact sur les ressources humaines, sur les salariés. Voilà. Donc, nous accompagnons les entreprises dans ces évolutions d'organisation. Ça peut être technologique. Hein. En matière de digital aujourd'hui, l'organisation de travail change, évolue. Voilà. Donc là, on apporte notre œil, notre expertise là-dessus. Nous avons également un pôle d'expertise dans l'audit social. D'accord ? On apporte aussi nos savoir-faire dans la gestion de carrière, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, toute entreprise doit se demander, dans 3 ans, dans 5 ans, comment va évoluer les compétences que j'ai. Voilà. Compte tenu d'évolutions technologiques, par exemple, ben, comment évoluent les compétences de mes salariés. OK ? Voilà, donc on accompagne les entreprises à élaborer leur politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On est également sur le champ de la formation, donc le conseil en formation. Voilà à peu près, rapidement, les domaines d'expertise que nous comptons, que nous proposons, nous offrons aux entreprises en RDC, sur le territoire national, bien entendu. Ok. Actuellement, vos bureaux sont à Kinshasa. À Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, oui. Alors, juste une chose, je vais essayer de comprendre, parce que pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, consulting RH, consulting en ressources humaines, ça fonctionne comment? Alors, on a un certain nombre de domaines d'expertise que nous apportons. En matière de recrutement, nous apportons notre savoir-faire dans ce cadre-là. Donc, nous pouvons répondre aux sollicitations, aux besoins des entreprises pour leur... Mais concrètement, moi, je suis un chef d'entreprise. Oui. Qu'est-ce que je dois faire, voilà, pour vous consulter? Comment ça se passe? Mais aussi simplement, c'est ce que j'étais en train de dire avant que vous ne me coupiez. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, vous avez des besoins de recrutement, vous sollicitez ces 2 hommes pour réaliser le recrutement à votre place. Et nous, avec nos outils d'évaluation, nous mettons en place un processus de recrutement et nous vous proposons 2 ou 3 profils in fine pour vous permettre, bien entendu, de couvrir le poste à pourvoir que vous avez. Ça, c'est un deuxième exemple. Ça peut être toujours dans le cadre du recrutement. Vous avez une équipe de recrutement en interne que vous voulez professionnaliser. D'accord ? Là, vous faites appel à C2M Consulting. Nous venons avec eux. On leur apporte, au fait, finalement, ce dont ils ont besoin en termes de compétences pour qu'ils soient eux-mêmes en mesure... Parce que vous n'allez pas apporter des compétences nucléaires à des salariés. Non. Là, l'exemple que j'ai pris est l'exemple d'une équipe qui fait du recrutement dans une entreprise. Donc, on va leur apporter le savoir-faire en matière de recrutement. Comment faire un recrutement. Donc, là, nous, ce qu'on apporte, c'est des éléments qui leur permettront d'avoir un processus de recrutement objectif, non discriminatoire. D'accord. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont en capacité, avec des outils objectivement identifiés au regard des exigences de chacun de poste, de pouvoir réellement faire cette évaluation et mettre la bonne personne à la bonne place. Vous savez, c'est très important, le recrutement. Si aujourd'hui, on fait une erreur de recrutement, au lieu de mettre la bonne personne à la bonne place, on fait une erreur, ben, il va y avoir des répercussions sur la performance même de l'entreprise. Voyez ? Mais vous êtes dans un pays où c'est souvent les relationnels qui font que les gens obtiennent des postes. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même ces niches-là, ces marchés-là pour vous? Parce que bon, vous pouvez faire déjà, quand un directeur vous dit, écoute, on a besoin de telle personne, il vous envoie automatiquement les personnes. Ils disent, voilà, recrutez-les, mettez-les à la place. Voilà, vous voyez, c'est une réalité qui se fait chez nous. Voilà. Il y a peu de gens, il y en a, mais je dis pas beaucoup, qui ont fait rentrer des dossiers. Bon, les choses changent.
qui font rentrer les dossiers et puis on les appelle. Mais c'est plus sur les relationnels. Mais faire face à ça, comment vous allez préparer tes gens? Au fait, c'est simple. Ces directeurs-là ont des responsabilités. C'est quoi leur responsabilité? C'est de faire tourner leur boîte. C'est d'obtenir des résultats. C'est de l'efficacité, la performance de leur entreprise. D'accord? Si on continue à travailler tel que vous le présentez aujourd'hui, tel que ça existe, c'est pas moi. Oui, non, mais tel que ça existe avec un recrutement par cooptation, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est pourquoi nous sommes en difficulté. C'est pourquoi tout le pays, de manière générale, est en difficulté. On ne peut pas se développer si on ne tient pas compte des compétences. Je commençais par dire tout à l'heure que la problématique RH de notre pays est une problématique portant sur les compétences. D'accord? Parce que c'est fondamental. Vous voyez, comme dans les entreprises, on élabore des stratégies financières, d'investissement, tout ce que vous voulez, mais sur le plan humain, sur le plan de la main-d'œuvre, sur le plan des personnes, des salariés, c'est identique. C'est-à-dire que il est venu le temps, si on veut développer notre pays, de considérer que pour faire du chiffre d'affaires, on se doit de s'appuyer sur les bonhommes, sur les salariés. Et si j'ai une bonne qualité de salarié, je garantis mon chiffre d'affaires. Voyez? Donc, pour ce faire, il faut dire à ces directeurs qui, aujourd'hui, ne regardent que par la cooptation, ce n'est pas le sens de l'histoire. Il faut absolument qu'on aille dans un autre... il faut changer les paradigmes, en fait. Voyez? Je ne suis pas en train de le dire par rapport à ma chapelle, non, mais je dis simplement, de manière globale, si on veut être à la hauteur des enjeux de notre pays, il faut absolument qu'on aille tous vers la valorisation des compétences. Mais est-ce que vous accompagnez seulement des entreprises privées ou soit des institutions comme les collectivités locales, l'État, tout ça? Vous arrivez à accompagner tout le monde? En tout cas, notre volonté, c'est d'accompagner tout le monde, bien entendu. D'accord? Les entreprises privées, puisque l'économie d'un pays est quand même portée par le secteur privé, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que aujourd'hui, le premier employeur en RDC, c'est quand même l'État, avec autant de personnes. Donc là aussi, il faut pouvoir accompagner également les entreprises et les organisations publiques. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas dire, oui, vous, puisque vous êtes du giron de l'État, on ne vous accompagne pas, on n'accompagne que le privé. Non, les deux sont la cible de notre marché. Alors, il y a ceux-là qui vous ont précédé, qui ont pris aussi la décision d'aller investir en République démocratique du Congo avec diverses raisons. Alors, je vais juste vous proposer de les écouter et puis on va revenir sur ces plateaux avec vous pour essayer de voir si c'est aussi votre cas. Regardez ces reportages de tous ceux qui sont partis aussi de la diaspora, qui sont arrivés à Kinshasa pour investir dans tous les secteurs et les domaines et regardez ce qu'ils sont en train de dire et on se voit juste après. Restez avec nous. Je suis Madame Kadi Diema, je suis aide-soignante à l'hôpital de Melun et je fais partie de l'association Soins Diaspora Congolaise. L'association Les Étoiles, Soins Diaspora Congolaise, a été créée en 2022 dans le but de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé médicale. Alors l'association Les Étoiles, c'est l'ensemble de personnel, le corps médical congolais qui travaille dans le projet de pouvoir aider le Congo à se développer dans le milieu domaine santé et social aussi. Alors nous avons tous les corps médicaux congolais avec nous, les médecins, nous avons les infirmiers, nous avons les soignants, nous avons les aides-soignantes. Nous avons un objectif de pouvoir transmettre tous les acquis et les connaissances que nous avons eues ici dans la diaspora pour améliorer la qualité de vie dans le milieu hospitalier ou dans les domaines, dans les structures qui sont médicalisées. Donc notre objectif, c'est pouvoir transmettre tous les acquis que nous avons ici, toutes les connaissances que nous avons ici pour améliorer la qualité de vie dans le milieu hospitalier. L'association Les Étoiles a été créée dans le but de pouvoir apporter la qualité des soins en République démocratique du Congo.
Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée par les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les kinés et plusieurs personnels au sein des corps médicaux. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué qu'au Congo, lorsqu'un patient est à l'hôpital, ce sont les familles qui viennent aider ces personnes-là hospitalisées à donner les repas, à faire la toilette. Et pourtant, nous qui vivons dans ces pays occidentaux, ce sont le personnel soignant qui s'en occupe. Nous avons créé cette association pour que ces gestes que nous apportons ici dans ces pays étrangers, donc France ou Europe tout entière, que cela puisse être instauré aussi dans nos pays pour améliorer la qualité de vie de ces patients qui sont à l'hôpital. Pour y arriver, l'association Les Étoiles informe la population congolaise en général de nos missions et puis il va former les personnels soignants pour apporter ces métiers d'aide-soignant en République démocratique du Congo. Les missions de l'association Étoiles sont diverses et variées, entre autres le maintien de l'autonomie de nos patients qui sont dans les établissements de santé et aussi l'administration des soins à toutes ces personnes, à nos patients comme nous les appelons. Et évidemment, nous avons aussi notre mission qui est capitale, c'est d'apporter des soutiens financiers, moraux et les soutiens physiques aussi par notre présence. Et il y a aussi les soins que nous apportons pour des personnes qui sont en fin de vie. Et dans cela, nous ne pouvons pas oublier la grande mission qui est d'apporter l'information à toutes ces personnes pour qu'ils puissent connaître ces métiers des soignants, l'importance de la présence des soignants dans le milieu hospitalier. Et évidemment, pour apporter cette information, nous organisons des conférences qui nous permettent d'apporter le message sur ces métiers qui est très important et qui doit vraiment être vu et apporté dans nos milieux de santé. Et aussi, il y a des suivis alimentaires de toutes ces personnes qui sont malades. Puisque toute personne qui est malade, il y a certaines qui n'arrivent pas bien à manger et il y a des familles qui en souffrent. Raison pour laquelle nous devons être là pour le suivi alimentaire de toutes ces personnes. Je suis Gracia Ngola, chargée de prévention dans le domaine de la santé publique. Alors la santé publique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la science qui vise à réduire la maladie, prolonger la durée de vie et améliorer l'état de santé au niveau individuel et collectif d'une population. Alors, au Congo, c'est un pays qui est très dense, avec une population qui est très importante, dont la moyenne d'âge est autour de 19 ans. Donc c'est une population qui est vraiment très jeune, d'où l'importance de mettre en place des politiques de santé publique dans ce pays-là, car les jeunes, on le sait, sont l'avenir de demain. Donc nous, en tant qu'association, évidemment, on ne souhaite pas travailler seul, on souhaite s'aligner et collaborer avec le ministère et l'ensemble des structures en fait, qui sont déjà présentes, main dans la main, en vue de participer ensemble à l'amélioration de la santé de notre pays qui est le Congo. Alors nous avons deux grands projets à long terme. Le premier projet que nous avons, c'est la création d'un centre de formation d'aide-soignante. Et le deuxième projet, c'est la création d'un EHPAD, donc une maison de retraite, un hébergement de personnes âgées que nous voulons amener au Congo pour améliorer la qualité de vie de nos personnes âgées, la prise en charge et l'accompagnement de nos personnes âgées. Voilà, nous faisons appel à tous les Congolais de la diaspora dans le domaine de la santé et du social. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc nos coordonnées sont affichées, notre adresse email et le Facebook est affiché. Nous faisons appel à nos partenaires, ceux qui veulent nous accompagner dans ce grand projet pour accompagner notre pays dans son développement dans le domaine de la santé.
Voilà, des retours sur ces plateaux, les problèmes spécifiques en ressources humaines en République démocratique du Congo et les thèmes de cette émission. Avec moi sur ces plateaux, le président et CEO du cabinet des C2M Consulting, M. Claude Mwangelo. Alors, on vient juste de regarder ces reportages de tous ceux qui vous ont précédé, qui ont investi, des difficultés qu'ils rencontrent sur le problème de la douane, des taxes, des problèmes des guichets uniques, plein de situations. En regardant ces images, est-ce que vous vous retrouvez, vous aussi? Ah oui, c'est une réalité qui s'impose à tout le monde. Au fait, la situation sociale est telle que ces tracasseries, ces problèmes-là, c'est devenu comme... c'est une réalité, j'ai envie simplement de dire. C'est une réalité. Mais par contre, pour aller au-delà, et puis dire à peu près mon expérience personnelle, mon vécu personnel, dans ces cheminements de création de C2M Consulting. J'ai eu la chance vraiment, et je recommande d'ailleurs toutes les personnes qui viennent de la diaspora, de pouvoir prendre langue avec l'ANAPI. Moi, j'ai été accompagné par l'ANAPI. En tout cas, si vous le permettez, j'aime pas trop citer les noms, mais je le ferai quand même, puisque le service était de qualité. J'ai en tout cas été accompagné, et je remercie vivement, je ne sais pas si elle va nous suivre, Madame Chamala Gisèle, qui est donc à la direction de l'ANAPI, avec toutes ses équipes, pour la constitution de mon entreprise. L'ANAPI étant l'Agence nationale de promotion de l'investissement. Voilà. Donc, ça ne coûte rien. C'est un service de l'État qui a pour mission de pouvoir accompagner les investisseurs venant de la diaspora sur place. Donc j'ai vraiment bénéficié d'une qualité de service très significative. Donc ils ont monté mon dossier, ils ont tout ramené jusqu'au guichet unique. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Moi je suis très heureux, j'espère ne pas être le seul à avoir pu bénéficier de ce service. Ça c'est d'un. Mais par contre, ce que je peux, si on réfléchit comme ça, on raisonne comme ça, à bâton rompu, j'ai envie de dire, c'est que j'ai fait allusion à l'appel du chef de l'État tout à l'heure qui demandait à la diaspora de venir investir, ce qui est patriotiquement un bel appel. Mais par contre, au-delà de l'ANAPI que je dis, je viens de citer, si on n'a pas de fonds propres, c'est difficile de trouver des financements sur place. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. De toute façon, important. on en parlera, des problèmes de financement. Donc, on en parlera. Okay. Alors, comment avez-vous alors préparé votre départ ou votre installation en République démocratique du Congo? Parce que ça se prépare, hein, aujourd'hui, on ne va pas aller investir parce que le chef de l'État a dit, et puis quand le chef de l'État prend l'avion, vous prenez aussi l'avion, vous arrivez avec vos dossiers. Non, donc ça se prépare. Alors, comment avez-vous préparé votre installation en République démocratique du Congo? Ouais. Alors, si vous vous souvenez, j'avais évoqué 2 points, c'est-à-dire une réflexion personnelle et l'appel du chef de l'État. Et dans le cadre de cette réflexion personnelle, donc j'ai pris le temps nécessaire de maturer mon projet. D'accord. Si je n'avais pas fait ces travail de maturation. Ouais, voilà, de projet, je pense que même si j'avais eu par ailleurs l'appel du chef de l'État, j'allais pas pouvoir venir. Voilà. Donc, c'est une combinaison de choses qui fait que je sois présent aujourd'hui à Kinshasa. Mais naturellement, il faut réfléchir, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps d'approfondir au fait finalement ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on veut le faire, réaliser une étude de marché, faire un business plan, en fait, et avec tout ça, bien entendu, en fonction de la nature de votre projet, chercher soit des accompagnements ci et là, soit sur le plan financier, sur le plan marketing, sur différents aspects, ou alors si on a soi-même
les capacités de pouvoir mettre en œuvre, mettre en œuvre. Ça, c'est indispensable, au fait, finalement. Ces temps de réflexion, de maturation, d'approfondissement et la réalisation de ces business plans qui permet d'appréhender, au fait, finalement, le marché et la réalité du terrain. Mais est-ce que vous êtes allé là-bas avant, peut-être pour préparer les terrains, savoir ce qui peut marcher? Parce que bon, c'est vrai qu'avec votre expérience, vous pouvez aussi faire autre chose, hein? Oui. Pas seulement nécessairement dans votre domaine. Est-ce que vous êtes allé peut-être faire l'étude du marché, des choses comme ça? Pendant ces temps, comment vivez-vous là-bas? Avec quel financement? Voilà, parce que vous n'avez pas encore le financement le moment où vous êtes en train de montrer les projets. Oui. Alors, je pense que c'est la situation de pas mal de personnes qui sont de la diaspora. On a quand même si on est ici, on a quand même un pied-à-terre sur place. On a de la famille, bien entendu, grosso modo. Moi, j'ai pas eu de problème d'hébergement. Je suis allé en RDC l'année dernière, septembre, j'étais à Kinshasa, voilà, pour avoir des éléments, finaliser, au fait, finalement, cette étude de marché et autres. Et comme je vous ai dit, la société a été créée cette année. Voilà. Donc, le plus important, au-delà des considérations matérielles et environnementales, le plus important, c'est de croire en son projet. D'accord? C'est de croire en ses propres capacités. Vous pouvez croire, mais si vous n'avez pas l'argent, c'est très compliqué. Hein? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction de la réalité. Parce que moi, je connais, il y a des gens qui croient à leur projet à fond. Oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a que deux manières d'avancer. Soit on a des fonds propres, on y va tout seul, soit on n'a pas de fonds propres. Et vous êtes allé avec vos fonds propres ou? Moi, je suis allé avec en partie mes fonds propres, bien entendu. Mais... Et vous avez eu quand même l'accompagnement des organisations ou ailleurs? Oui. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est nécessaire. C'est indispensable. Mais, encore une fois, le fonds propre, c'est une chose. Mais on ne fait pas des grandes choses avec des fonds propres, puisque on sait très bien que les fonds propres sont limités. Le problème, c'est d'avoir des institutions, des structures de financement qui accompagnent. Mais l'ANAPI qui vous a accompagné, ils vous ont aussi donné des orientations pour obtenir les financements, c'est ça? Absolument, oui. Et vous l'avez aussi obtenu? Alors, vous connaissez la réalité de notre pays. Le FPI qui est là, vous connaissez, je ne veux pas rentrer dans le détail, les modalités et les conditions imposées par le FPI. Donc, en voyant un certain nombre d'exigences, on sait tout de suite si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Et pour vous, ça n'allait pas des coups? Non. Mais quelles sont, par exemple, les conditions qui vous ont convaincu de ne pas y aller? Déjà, juste comme ça, mais je ne pense pas que ça soit réellement le plus important, le taux d'intérêt. Ici, nous sommes en Occident, on a des taux d'intérêt qui tournent autour de 0, 0,5, 1%, 2%. En RDC, les taux d'intérêt, c'est 19, 21%. Bon, comment voulez-vous, si on est un peu sérieux, comment voulez-vous investir, s'engager dans une réalité économique avec des tels taux d'intérêt, c'est pas possible. Ou la perspective même de fonctionnement est pas visible aussi, lisible aussi. Oui. Parce que vous pouvez aussi créer une boîte aujourd'hui, mais vous n'avez pas aussi les marchés. Oui, bien sûr. Donc, au fait, il faut, je sais pas, je ne suis pas un acteur politique, mais il serait intéressant quand même qu'on puisse avoir des structures qui puissent faciliter ou accompagner un certain nombre de porteurs de projets sur le plan d'investissement, sur le plan financier. Mais quelle est la limite, la force de l'ANAPI et quelle est sa limite, selon vous? Parce qu'ils vous ont accompagné. À quel moment vous avez dit que cette structure est limitée? L'ANAPI n'est pas là pour donner de l'argent. C'est pas le rôle de l'ANAPI. L'ANAPI est là pour accompagner, pour structurer le projet, intervient également dans le montage du dossier, par exemple, pour bénéficier d'un certain nombre d'exonérations, par exemple des taxes, ainsi de suite. Parce qu'après qu'ils vous ont accompagné, ils vous ont orienté.
Mais vous êtes buté sur ces problèmes de financement, vous ne l'avez pas. Entre guillemets, hein, je dis, vous ne l'avez pas par rapport aux Mais conditions. il y a d'autres structures, il y a le FPI, il y a... Voilà. Donc, là, on parle du rôle d'ANAPI. Ouais. Bon, aujourd'hui, l'ANAPI n'a pas le rôle de pouvoir financer. Voilà. Peut-être que les acteurs publics vont faire en sorte que demain, ça puisse être le cas, dans le cadre d'une réorganisation, d'une restructuration. Ça, à eux de voir. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir investir en RDC si on n'a pas du fonds propre derrière. Autre chose également, je pense que c'est important, les banques. On n'a pas de structure bancaire congolaise sur le plan de banque commerciale, bien entendu, congolaise, qui soit en capacité d'accompagner au fait finalement tous ces mouvements d'investisseurs congolais. Il n'y en a pas. Toutes les banques sont étrangères, avec des taux d'intérêt assez exorbitants. Donc du coup, nous, indirectement congolais, mais les Congo, c'est ça, vous avez des banques libanaises, prenons par hasard, qui sont sur place ou étrangères, ils donnent facilement des crédits à leurs ressortissants. Ce qui est normal, c'est compréhensible. Ah oui, oui. Bien sûr. Et du coup, on se rend compte que c'est plus les étrangers qui investissent parce qu'ils ont la facilité d'être financés. Donc, à un moment, il faudra que le Congo puisse avoir aussi sa propre banque pour essayer, sinon de financer aussi des... En tout cas, c'est indispensable, si on veut, et le président, je crois, avait fait allusion de sa vision et de sa volonté de faire en sorte qu'il y ait des millionnaires congolais, si on veut aller dans ce sens-là, il nous faut avoir des structures financières d'appui pour nous permettre d'avancer, avec bien entendu des taux d'intérêt qui soient, entre guillemets, supportables pour celui qui... Vous savez, créer une entreprise, c'est une prise de risque. Voilà. Donc, cette prise de risque, dans l'intérêt du pays, à mon avis, doit être partagée. Voilà, puisque l'une des fonctions, l'une des missions d'un État ou d'un gouvernement, c'est quand même la création d'emplois. Bon. Donc, si aujourd'hui il y a des acteurs privés qui veulent entreprendre, investir, ben, il y a moyen, si c'est possible, et bien entendu je ne connais pas les finances de l'État, de pouvoir mettre en place des structures financières qui accompagnent ces mouvements. On en a besoin, Aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que le Congolais est à l'écart de la réalité économique. Voyez ? C'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire simplement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les banques d'origine étrangère privilégient les ressortissants de leur pays, donc ce qui fait que l'économie congolaise est tenue par ces étrangers, par les non-congolais. Et les Congolais sont à la marge, au fait, finalement, de cette réalité économique. Donc, si on veut changer de paradigme, ben, il nous faut disposer de toutes ces institutions d'appui pour nous permettre, petit à petit, de reprendre le contrôle de cette économie, puisque nous en avons les moyens. Vous êtes déjà installé, ça fait déjà une année déjà, donc les cabinets tournent. Alors, juste une question, quelle différence faites-vous au niveau de la gestion des entreprises? Parce que bon, là, c'est vrai qu'on parle de la gestion au niveau de l'État, mais au niveau, nous, de l'entreprise, étant qu'entrepreneur, comment cette gestion s'est faite en République démocratique du Congo et ici, parce que vous avez quand même plus de 30 ans d'expérience ici. Oui, au fait, là, au-delà des compétences qui ne sont ni... qui n'ont pas de couleur, qui n'ont pas de religion, les compétences, ce que j'ai pu faire ici, dans les mêmes conditions, je fais en RDC ou ailleurs. Donc là, c'est pas ça la question. Le sujet, c'est que ici, nous avons des structures. Ça fonctionne. D'accord ? Donc, on se pose même plus, au fait, finalement, de questions. Puisque ça fonctionne, on y va. OK ? Mais en RDC, tout est à construire. Tout est à construire. Avec, bien entendu, la réalité que vous connaissez, que moi je connais, que nous tous, Congolais, nous connaissons. Voilà. S'il y a une comparaison à faire, une différence à faire, c'est par rapport à ça. Dans cette reconstruction, parce qu'il faut reconstruire, dans cette reconstruction, quelles sont les prérogatives ou des conditions qui vont permettre
que cette reconstruction se fasse dans de bonnes conditions, si on peut le dire? Ben, tout est question, en fait, ça repose beaucoup, tout est question de la vision et de la volonté politique, dans quelle direction il faut y aller, ça c'est d'un. Deuxièmement, il nous faut également, je pense, dans ce projet de reconstruction, il nous faut avoir en tout cas, faire un état des lieux au fait, ou des états généraux de la formation professionnelle. Car aujourd'hui, on forme pourquoi? Est-ce que les diplômes qu'on donne aux personnes qui ont suivi tel ou tel cycle, tel ou tel cursus et autres, sont réellement en adéquation avec ce que le monde économique attend? Voilà. Je dirais, troisième chose, c'est qu'il faut également qu'on puisse avoir des infrastructures. C'est inconcevable que pour avoir un accès Internet en RDC, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça a un coût exorbitant. Nous, ici, nous avons des offres illimitées d'Internet, mais en RDC, si je ne prends et je m'arrête qu'à cet exemple-là, comment voulez-vous qu'on travaille correctement et qu'on soit à la hauteur d'autres entreprises, d'autres pays, si nous-mêmes, les BABA, on les a pas? Mais étant donné que vous savez que tout est à reconstruire, quelles sont les précautions que vous avez prises? Parce que vous êtes engagé déjà à aller là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Prenons par exemple les cas d'Internet, comme vous êtes en train de dire. Alors comment allez-vous travailler? Quelles sont des conditions, des précautions que vous avez prises? Parce que vous le savez que toutes les situations doivent être reconstruites. Oui, mais ce sont des éléments que nous intégrons dans les coûts. Voilà. Et ça, c'est supporté. Prenons par exemple l'Internet, comment faites-vous? Je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je prends les offres qui sont aujourd'hui proposées sur le marché, malgré les coûts assez exorbitants, mais je ne peux pas faire autrement, puisqu'il faut que je travaille. Donc, Est-ce qu'au niveau de la diaspora à Kinshasa, est-ce que vous avez rencontré certains diasporas qui sont arrivés, ou soit il y a une union des diasporas, où vous êtes en train de vous entraider, ou un réseau? Oui, au fait, il y a des dynamiques, il y a des réseaux, il y a des rencontres, il y a des groupes, on se voit, on échange, on fait des partages d'expériences, et puis il y a également un transfert d'informations pour faciliter aux uns et aux autres de leur adaptation sur le terrain. Voilà. Okay. Si, ça existe. Il y a une dynamique là-dessus. Est-ce que vous pensez réellement l'expertise que vous avez ici, comment accompagner les entreprises, cette expertise-là, ça s'applique en République démocratique du Congo, avec toutes les situations qu'on a en République démocratique. Alors, je vais vous donner un exemple. Entre autres, l'Internet. Non, mais je vais vous donner un exemple. C'est vraiment caractéristique. Dans un processus de recrutement en entreprise en RDC, dans le secteur bancaire par exemple, vous avez aujourd'hui encore des questions du type est-ce que les gens connaissent le nom du gouverneur de la banque centrale d'un tel pays, ainsi de suite. Bon. La question peut paraître comme ça anodine et intéressante, mais celle qu'on doit se poser tous, c'est celle de savoir, est-ce que le fait de connaître le nom de cette personne me permet d'être performant dans mon poste? La réponse est non. Voilà. Vous voyez? Donc, ce que nous apportons, c'est que nous proposons en tout cas de changer ces paradigmes pour réellement faire une évaluation des aptitudes et des compétences des gens, des capacités des personnes. Mais il peut oui. Allez-y. Non, allez-y. Non, mais il peut arriver que vous levez un peu la barre plus haute parce que vous voulez changer. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire, la situation sur le terrain n'est pas... Non, vous vous trompez. Regardez, c'est pas seulement quelque chose qui est réservé pour les pays développés ou les pays occidentaux. Regardez, on a aujourd'hui une réalité avec beaucoup d'enquêtes d'IGF, ainsi de suite. On a des entreprises avec conseil d'administration
pour lesquels les présidents du conseil d'administration ont été nommés par accointance politique sans réellement avoir des compétences avérées. Donc, ça donne quoi? Ça donne des entreprises mal gérées. Ça donne des comportements socialement inacceptables. D'accord? Nous, ce qu'on propose, on propose de mettre en place des assessments pour le recrutement de tous ces PCA, des cadres dirigeants d'entreprise. En s'appuyant sur quoi? En s'appuyant sur les référentiels des capacités managériales. Pour moi, un manager doit avoir 4 dimensions. D'accord? Il doit être pilote. Donc, il doit être en capacité de piloter au fait finalement, de donner le cap, d'emmener la structure vers des objectifs, vers un cap bien déterminé. Il doit être stratège, d'accord? Il doit être en capacité de pouvoir identifier un certain nombre d'éléments qui sauvegardent l'intérêt de sa structure, d'accord? Il doit être décideur. Donc, il doit être dirigeant, voilà, définir des objectifs clairement, ainsi de suite, et il doit avoir également des compétences d'animateur. Vous voyez? Donc, moi, dans ce que je propose, on a monté en place un référentiel des compétences managériales sur 12 critères sur lesquels nous proposons aujourd'hui, lorsque on veut recruter un cadre dirigeant, un directeur général, un président, qu'on puisse, au fait, finalement, évaluer ces 12 critères-là, est-ce que les personnes les ont ou pas. Si on veut aujourd'hui vraiment nous insérer tous dans la vision du chef de l'État et de faire en sorte que le pays soit développé, il y a à changer les paradigmes, il y a réellement à valoriser les compétences. Est-ce que le Congolais est prêt aujourd'hui à cette culture? Voilà, cette culture d'excellence, voilà, de mettre des personnes qui conviennent à la place. Ah absolument, oui. Ils sont prêts J'en suis convaincu. Parce que vous êtes J'en suis convaincu. Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, tous nos enfants, tous nos jeunes qui finissent l'école, la première chose se pose, est-ce que j'ai un oncle qui travaille? J'ai quelqu'un qui est dans tel endroit? Même pour les stages. Vous voyez? Ce qui est vraiment frappant, c'est que des gens ne pensent pas à autre chose. C'est la première des choses que les gens pensent. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Là, actuellement, je suis en train de passer mes vacances, mais je repars au pays, bien entendu. J'ai lancé 2 postes à pourvoir. D'accord? Sur ces 2 postes à pourvoir, donc j'ai ouvert, bien entendu, j'ai eu des sollicitations. Pas forcément des gens qui disent « est-ce que mon oncle », ainsi de suite, mais des gens qui veulent réellement bosser. Même si il y a des propositions, des candidatures qui ne tiennent pas la route, néanmoins, la première étape de la présélection faite me permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de personnes ayant les caractéristiques des compétences attendues, d'accord, pour lesquelles, là, à la rentrée, je lance donc la phase de sélection. J'ai parlé de la présélection tout à l'heure, la phase de sélection, avec toute une journée d'évaluation, et prendre la personne qui aura, bien entendu, le meilleur profil qui se rapproche le plus. Vous l'appliquez d'abord à vous-même. Ah bien sûr. Et chez vous, au niveau de la famille, vous n'avez pas... Je ne sais pas faire autrement. Vous n'avez pas un neveu ou une nièce qui... Alors, là, il faut sortir de tout ça. Ah oui, je peux avoir un neveu, je peux avoir des neveux, je peux avoir une nièce, tout ce que vous voulez. Si ces personnes-là ont les compétences attendues par le poste, puisque le recrutement ne se fait pas comme ça, si au préalable, je n'ai pas fait une analyse de poste. Donc, si ces personnes-là, ces nièces, ces neveux, la tante, l'oncle, tout ce que vous voulez, ont les compétences attendues, je les embauche sans problème. Voyez? Qu'on ait une proximité familiale ou pas. Ce sont les compétences, puisqu'elles ont été mises en exergue, donc je les embauche. Et il n'y a pas de discrimination par rapport à ça. Mais par contre, si je ne le prends, je le recrute que parce que c'est ma nièce, parce que c'est mon oncle, parce que c'est ma tante, là, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, je fais prendre des risques à mon client,
Je fais prendre un risque à mon entreprise et, bien entendu, c'est insupportable. C'est pas possible. Oui, je comprends. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'écoute que vous proposez à vos clients? Alors, on ne fait pas du conseil si on n'a pas cette capacité d'écoute, cette faculté d'écoute. C'est indispensable. Vous voyez? Donc ça, c'est une des valeurs, c'est une des qualités premières qu'il faut avoir pour faire de l'accompagnement ou du conseil. Donc chez nous, c'est naturel. Je vous ai dit au début de notre entretien que j'étais psychologue du travail de formation initiale. Vous savez très bien, puisque je suis une psychologue, que l'écoute, ça fait partie, bien entendu, de notre ADN, si je puis m'exprimer ainsi. Mais qu'est-ce que vous aimeriez écouter quand un chef d'entreprise ou l'État... Alors, ce n'est pas écouter dans le sens d'écouter, c'est avoir la capacité d'appréhender les réels problèmes, les réelles attentes. Mais comment de mon arrivez-vous? client. Parce que si le client, par exemple, il vous explique quelque chose, mais que vous... Comment arrivez-vous à comprendre? C'est en analysant, en fait, finalement, les échanges que j'ai. Parce qu'il peut aussi arriver que vous ayez des clients qui expliquent mal ou qui présentent mal aussi les problèmes. Mais justement... Moi, je connais des chefs d'entreprise qui ils veulent recruter, mais ils ne savent pas vraiment. Ils s'accrochent juste à une seule compétence. Ils disent, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui va être secrétaire. Mais en dehors de ça, ils s'arrêtent là. Voilà. Oui, alors, vous voyez, vous venez de me dire, dans votre exemple, que j'ai besoin de quelqu'un. Voilà. Or, la problématique de recrutement en amont, lors de l'analyse de la demande, c'est là où il faut faire preuve d'écoute, bien entendu, n'est pas une problématique de qui je vais mettre en place. Quel est le bonhomme ou la bonne femme que je mettrai en place. C'est quoi le poste à pourvoir. Voyez? Donc, si je n'avais pas cette capacité d'écoute, je n'allais pas pouvoir vous rétorquer ce que je suis en train de vous dire. C'est parce que j'ai cette finesse d'écoute, et dans cette phase de consolidation, je dirais, de la demande, ben, le consultant se doit, bien entendu, de tout planifier pour qu'on soit d'accord sur, qu'on parle tous le même langage. Est-ce que c'est bien ce qu'il faut que je fasse dans la mission que vous me confiez ou pas? En fait, c'est ça. D'accord? Donc là, le problème du recrutement, c'est un problème, dans un premier temps, du poste. Et une fois qu'on se met d'accord sur ce poste-là, et que cette écoute est active, on est vraiment bien en phase, oui, c'est bien ce poste, moi, consultant, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une analyse du poste. Quelles sont les caractéristiques du poste? Et à partir de ce moment-là, j'en définis les critères de recrutement. Et le travail, le processus, une fois qu'il sera lancé, consistera simplement à évaluer auprès des candidats qui se seront portés candidats intéressés par ce poste, par cette offre, d'accord, à évaluer ces critères de recrutement. Quel retour d'expérience allez-vous faire par rapport à ce que vous avez déjà fait en République démocratique du Congo, concernant tous ceux qui s'investissent en République démocratique du Congo? La RDC est notre pays. Personne ne pourra nous enlever ce pays. Si nous n'y sommes pas, ce sont les autres qui y seront. Donc, moi, je pense qu'il faut dépasser la peur, il faut dépasser la peur de l'inconnu, hein, il faut dépasser également toutes ces difficultés que nous pouvons voir, que nous pouvons vivre, ci et là, pour y être. C'est indispensable. Voilà. Je n'ai pas forcément de conseils à donner, ou absolument pas, mais je dis simplement que ça vaut le coup. La RDC, c'est une terre d'opportunités. Un pays, quand on regarde dans l'avion, qui attire les étrangers, est un pays d'opportunités. Et nous, natifs de ce pays-là, ne fermons pas les yeux, ne regardons pas ailleurs, tournons notre regard sur notre pays, car les opportunités y sont énormément. Voilà. Malheureusement pour nous, en termes d'infrastructure, ça laisse à désirer, mais néanmoins, si collectivement nous nous donnons la main et que nous allons tous dans un même sens,
la RDC sera rapidement développée. Et par ailleurs, on parlait tout à l'heure de la problématique des compétences, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, mais le Congolais est un peuple débrouillard. D'accord? Donc ça veut dire que si on donne aux Congolais un cadre, vous allez voir le travail qu'il est en capacité d'abattre. Voyez? Donc, il y a de l'espoir, donc il y a ces opportunités à saisir. Donc pour nous, en termes de retour sur expérience, c'est tout ce que je peux dire. Osons, allons-y, et on transformera ces pays collectivement, tous ensemble. Pas une seule personne, mais nous tous, on pourra le faire collectivement. Monsieur Claude Mwangelou, merci beaucoup. Merci à vous, plutôt de m'avoir permis de pouvoir discuter avec vos téléspectateurs et de m'avoir permis, bien entendu, de dire ce que je pensais un peu de mon petit parcours depuis mon retour au pays. Merci beaucoup. Voilà, merci. Cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la fabrication de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.